Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon pour cette émission politique à la ferme. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marion Maréchal. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on vous a vu beaucoup dans les allées aujourd'hui. Vous êtes tête de liste pour les élections européennes. C'est la première étape agricole de votre parcours. Oui, en effet, dans le cadre d'une grande tournée des régions, j'ai beaucoup de plaisir à venir ici. Moi, j'ai été, vous savez, pendant 5 ans dans le Vaucluse, élu d'une région agricole. Alors, je connaissais un peu mieux les sujets fruits, légumes, viticulture, mais c'est un sujet fondamental, essentiel, vital. Donc, je trouvais ça important d'être là aujourd'hui. Alors, je vous ai vu sur différents stands. Que vous ont dit les éleveurs? Que vous ont dit les agriculteurs? Beaucoup de choses. La première, c'est un sentiment d'abandon, un sentiment de diabolisation, un sentiment aussi de dépassement face à une procédure, réglementation de plus en plus lourde. Le sentiment également légitime que le politique en général, les politiques en général, ne prennent pas suffisamment la mesure de la gravité de ce qui est en train de se passer. Moi, je parlerais d'une forme de Fessenheim agricole pour faire un parallèle avec notre filière nucléaire, c'est-à-dire que pour des raisons idéologiques, pour des raisons liées à un manque de vision, des ambitions écologiques, on a abandonné pendant longtemps notre filière nucléaire et quand on s'est rendu compte qu'on était devenu trop dépendant de l'étranger, que les marchés se tendaient, d'un coup, on a fait marche arrière. Heureusement pas trop tard, mais nous avons le même phénomène avec l'agriculture. C'est-à-dire que pour des raisons liées à l'écologie, pour des raisons idéologiques, pour un manque de vision, eh bien on est en train petit à petit de tuer la filière agricole et notamment celle de l'élevage française, de se rendre de plus en plus dépendant des importations étrangères. Les chiffres sont assez spectaculaires, la production française baisse, les importations augmentent partout dans les filières évidemment d'élevage. Et malheureusement, le politique ne mesure pas que c'est notre indépendance alimentaire qui est aujourd'hui en jeu, sauf que nous avons aujourd'hui 100 000 exploitations qui ont fermé depuis 10 ans, 100 000 agriculteurs qui arriveront à l'âge de la retraite dans 10 ans. Et une fois que ces agriculteurs seront partis, il sera très très compliqué de faire marche arrière. Et c'est principalement le message qui a été passé aujourd'hui auprès de moi. Marion, je vous entends, vous dites le gouvernement ne tire pas les leçons du passé ou les gouvernements n'ont pas tiré les leçons du passé. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Alors plusieurs choses. Déjà, je considère, pour les raisons que je viens de vous évoquer, que l'agriculture n'est pas un secteur comme un autre. Au même titre que l'énergie, c'est un secteur qui touche à notre autonomie, à notre indépendance, c'est un secteur vital, non délocalisable. Donc il me semblerait légitime de défendre un régime de protection et d'exception, c'est-à-dire d'assumer l'idée que le marché agricole ne doit pas fonctionner et ne peut pas être traité au même titre que les autres. Et donc la protection, elle va s'établir selon moi de l'installation à la rémunération jusqu'à la transmission. Donc l'installation, évidemment, elle passe notamment par la dotation des jeunes agriculteurs. Ce qui m'a été relevé aujourd'hui, c'est que selon les régions, elle n'était pas toujours au rendez-vous. Il y a évidemment la question centrale de la rémunération, donc de la pérennité, bien sûr, des installations. Et là, il y a 2 sujets qui sont ressortis. Le fait que les lois actuelles qui sont censées apporter une juste contribution des prix ne sont pas toujours appliqués, que les seuils aujourd'hui obligatoires de 60% de produits français dans les cantines scolaires notamment, ou la restauration publique est loin d'être toujours respecté. Et il y a évidemment la question de la concurrence déloyale, sujet central, fondamental, qui est systématiquement revenu. Et là, je dois dire qu'il y a plusieurs choses. Déjà, une opposition totale à tout nouveau traité de libre-échange. Je pense bien sûr au CETA et au Mercosur qui sont toujours dans les tiroirs. Je pense à la véritable application des clauses miroirs qui est très demandée. Ça veut dire une véritable réciprocité. Mais j'irai même encore plus loin. On est à un stade aujourd'hui où il me semble qu'il faille remettre en cause même un certain nombre de traités, d'accords de libre-échange déjà en exercice, parce qu'on voit bien que la distorsion sur les questions réglementaires, écologiques, sociales sont beaucoup trop lourdes. Et un autre sujet aussi qui est difficile à aborder pour des raisons humanitaires, qui est celui de l'Ukraine, avec souvent des agriculteurs, et je partage d'ailleurs leurs soucis, qui disent bien sûr nous sommes solidaires du peuple ukrainien, mais pour autant il serait complètement délirant demain d'intégrer l'Ukraine dans le marché commun et dans l'Union européenne, et je les entends et je partage cette vision-là, parce qu'évidemment si nous faisons cela, nous faisons rentrer ce géant agricole avec un salaire moyen de 325 € par mois, c'est la mort bien sûr programmée de l'agriculture française. Et enfin, dernier point, protection sur la transmission. Donc moi je défends l'idée qu'il faille une exonération totale des droits de succession dans une transmission intrafamiliale et un doublement des seuils aujourd'hui d'exonération pour toute forme d'autres transmissions. Donc voilà, c'est les grands axes que j'ai défendus aujourd'hui auprès des agriculteurs. Alors, quelques sujets d'actualité. On parle beaucoup des bassines, vous savez, le stockage de l'eau. Quelle est votre position là-dessus?
moi, je défends la possibilité de pouvoir mettre en place des bassines. Je pense qu'il faut être cohérent. On ne peut pas se plaindre aujourd'hui d'une difficulté d'accès à l'eau sur certaines saisons et dans le même temps empêcher toutes les mesures alternatives qui peuvent exister. Je crois à l'intelligence humaine, à l'intelligence de la technique. Donc je sais que nos agriculteurs sauront évidemment utiliser ce genre d'outils de la meilleure des façons. Et d'ailleurs, de manière générale, ce sujet recoupe la vision qu'on se fait de l'écologie. C'est-à-dire que j'ai parlé d'une hypocrisie toute la journée que je constate dans cette volonté dite écologique. C'est-à-dire que dans le même temps, on a des gens qui empêchent les agriculteurs de trouver des alternatives. On a des gens qui mettent des réglementations de plus en plus lourdes, d'ailleurs pas toujours justifiées, sur l'agriculture et qui sont très satisfaits de voir l'importation de produits qui, eux, ne respectent pas le 10e des normes qu'on impose à nos propres agriculteurs et qui ne voient rien de mal à ce qu'on puisse importer de l'autre bout du monde avec un bilan carbone désastreux ces produits qu'on pourrait trouver à côté de chez nous. J'entends aussi beaucoup parler de bien-être animal, mais de la même manière, personne ne semble se poser la question de savoir s'il est plus efficace d'importer à des dizaines de milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres, des bêtes dans des conditions compliquées, dans des camions où ils ne sont toujours évidemment pas dans des conditions idéales, alors qu'une fois de plus, on pourrait consommer la viande qui vient à côté de chez nous. Bref, l'idée générale, c'est de dire que moi, je crois à la bonne volonté de nos agriculteurs. Ils me l'ont tous dit d'ailleurs aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre des efforts, contre de la rigueur, contre de l'exigence pour faire des produits de qualité qui soient plus respectueux de l'environnement. En revanche, on demande une chose. 1, la reconnaissance de cet effort que l'on fait au quotidien. Et 2, pas d'interdiction sans solution alternative. Et 3, une protection légitime sur les marchés. Dites-moi si je fais erreur. Vous n'êtes pas contre la présence du loup, mais il faut pouvoir le réguler. Oui, ça veut dire le tirer. Concrètement. Et exactement, c'est-à-dire que pendant des années, le loup était une espèce menacée. On se rend compte par diverses actions de réinsertion et légitimes et heureuses, le loup est revenu. Mais maintenant, il y a de fait un problème de régulation. Et derrière cette question du loup, il y a, j'ai envie de dire, presque une philosophie de l'homme à défendre. C'est-à-dire que moi, je considère que l'homme est au-dessus de l'animal. Voilà, je sais que ça m'est beaucoup reproché. Beaucoup aujourd'hui, notamment chez les Verts, considèrent que l'homme ne vaut pas plus que l'huître ou le lapin. J'ai beaucoup de respect pour le monde animal. Je pense que l'homme a un devoir, du fait de son intelligence, du fait de son empathie, de protéger le monde animal. Mais voilà, l'homme, pour moi, ne vaut pas l'animal. Et en tant que responsable politique, je serai toujours du côté de l'homme. Et en ce qui concerne évidemment ces éleveurs, ils doivent pouvoir se protéger de attaques de loups qui entraînent des conséquences économiques, mais aussi morales. Parce qu'on dit toujours, oui, mais on leur donne des compensations. Mais quand vous perdez un troupeau entier qui se disperse ou qui se blesse, c'est aussi le fruit d'un travail, le fruit d'un engagement. Et donc c'est extrêmement décourageant, même si on a des compensations financières. Autre sujet, vous savez que le monde agricole est souvent partagé entre sa vocation exportatrice sur le plan agricole et à la fois le protectionnisme et le local. Quelle est votre position ? Alors déjà, pour reprendre la chose à la base, il faut comprendre que défendre le libre-échange à tout crin, si cela entraîne la baisse de la productivité française et l'augmentation des importations, de toute façon, la question des exportations françaises ne se poseront même plus parce qu'on ne produira plus assez pour exporter. Ma vision générale, elle est pragmatique, c'est-à-dire que je ne suis pas pour faire de la France un jardin bio. Je ne suis pas non plus pour une agriculture exclusivement ultra-productiviste. C'est-à-dire je crois en la diversité de l'agriculture. Donc je pense que le bio a sa place pour un certain marché qui est un peu moins accessible aux consommateurs, mais qui a ses propres exigences. Il y a un modèle intermédiaire qui est d'ailleurs le modèle principal et le modèle majoritaire qu'on doit continuer de défendre, d'une agriculture qui est quand même raisonnable, familiale, durable, qui participe de l'aménagement du territoire, de l'entretien des haies, du stockage d'ailleurs du CO2 par les prairies. Et puis, il y a une petite partie de l'agriculture qui est un peu plus productiviste, qui est destinée à l'export, que nous devons défendre aussi, parce que une chose que les élites européennes n'ont pas suffisamment en tête, c'est que d'ici 2050, nous devrons doubler la production agricole mondiale si nous voulons nourrir la population. Il faut comprendre qu'il y a aujourd'hui 800 millions de personnes dans le monde qui se couchent le ventre vide. Alors je sais qu'en tant qu'Européens, c'est une souffrance qu'on n'a pas ressentie depuis longtemps, mais il est aussi de notre devoir de participer à cette alimentation mondiale. Et quand on voit aujourd'hui les décisions qui sont prises par la Commission européenne, qui vont au contraire aller dans le sens d'une baisse de la production agricole, je pense notamment à cette stratégie de la ferme à la fourchette, je trouve que c'est profondément irresponsable, non seulement pour les Français et les Européens qui vont perdre en autonomie alimentaire et qui vont se rendre dépendants de marchés extérieurs qui seront de plus en plus en tension, mais aussi parce qu'on va participer de la sous-nutrition et de la famine mondiale. Donc en conclusion, oui, la France doit être présente sur ces différents marchés et ne pas avoir de complexe là-dessus.
Quand la Commission européenne repousse ou propose de repousser de 10 ans l'homologation du glyphosate, vous dites? Je dis oui pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution alternative. Et une fois de plus, il faut bien comprendre que si on interdit sans solution alternative, quelle va être la conséquence? C'est que les Français, les Européens ne pourront plus produire au même niveau, mais pour autant, les marchés continueront d'exister. Et donc, nous importerons des produits qui, eux, utiliseront ce produit, voire même des produits encore plus toxiques. Donc, soyons une fois plus raisonnables, soyons pragmatiques et continuons de croire aussi en la science et en la recherche. Donnons-nous du temps, parce qu'on se rend compte que quand on se donne les moyens, quand on se donne du temps, l'intelligence humaine et l'adaptabilité humaine extraordinaire, et finalement, arrivent souvent à de belles solutions. Vous avez vu que Emmanuel Macron donc, a proposé son plan de transition sur le plan énergétique et écologique. L'agriculture est convoquée notamment pour la production d'énergie, le biogaz, le photovoltaïque qu'on appelle l'agrivoltaïsme quand il conjugue en même temps donc, la partie agricole. Pour vous, par exemple, l'agrivoltaïsme, il faut le développer ? Moi, je n'ai pas de problème de principe. Ce qui est beaucoup revenu aujourd'hui dans mes échanges, c'est qu'il y a une demande de souplesse. Voilà, c'est que les objectifs sont parfois trop ambitieux, les cadres trop contraignants. Donc, il y a un chemin à prendre très bien. Je ne vous cache pas que j'aurais aimé que derrière ces exigences faites, ou en tout cas cette trajectoire demandée aux agriculteurs, il y a en parallèle un plan qui permette aussi d'avoir plutôt des panneaux photovoltaïques qui soient issus plutôt de la production européenne, voire française, parce qu'en fait, là, on finance quand même l'importation. On ne sait pas les faire pour l'instant. On les a perdus. La filière a existé et on l'a tuée à cause de l'importation chinoise. Parce que là, pour le coup, l'État chinois, lui, il subventionne ses panneaux solaires. Donc c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait cette petite cohérence, mais avec un peu plus de souplesse. Alors, si on regarde un point d'actualité importante, c'est quand même la grippe aviaire. Le gouvernement, il la gère plutôt bien. Je pense que là, pour le coup, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises légitimement et j'aurais pas grand-chose à ajouter là-dessus. Mais si on peut parler d'actualité, il y a un autre sujet qui est beaucoup revenu aujourd'hui, c'est l'histoire du GNR. Et c'est vrai qu'il y a une forte inquiétude de ce point de vue-là. Et je vous disais tout à l'heure, régime d'exception et de protection pour l'agriculture. Typiquement, moi, je considère que... On peut demander une compensation à l'euro près, mais il serait encore plus légitime de dire non, on sort le GNR du cadre du plan écologique voulu par Emmanuel Macron et on maintient une détaxation pour la profession de l'agriculture parce que là, une fois de plus, il y a un besoin très particulier. Alors il faut expliquer, effectivement, les agriculteurs bénéficiaient de la possibilité de récupérer une partie des taxes donc sur le gazole non routier qu'ils utilisaient et à échéance 2000, très rapidement, ça pourrait être compensé, mais ça sera certainement supprimé. La compensation, pour l'instant, n'est pas acquise. Voilà, c'est pas acquis. Ce sera au moins une étape, on va dire. Alors, on a l'impression que le gouvernement joue des fois un double jeu. Par exemple, sur le décret sur le photovoltaïque, on a beaucoup parlé ici. On attend un décret par rapport à la loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui doit permettre de déterminer dans quelles conditions ou pas on peut implanter des panneaux. Et on a envie de satisfaire tout le monde. Ce qui manque souvent, c'est de la détermination dans les actions qui sont entreprises. Qu'est-ce que vous allez faire de plus que les autres? Parce que le protectionnisme, bon, les agriculteurs, ils le demandent, mais on voit bien que les gouvernements n'essayent pas. Ils sont contraints d'accepter des accords internationaux. Qu'est-ce que vous allez faire de différent dans la mise en œuvre des pratiques et des lois? On n'est jamais contraint politiquement, on fait des choix. Il y a aujourd'hui un choix manifestement de ne pas faire respecter les traités qui ont été signés sur les clauses miroirs. Il y a un choix d'aller plutôt vers un modèle de libre-échange plutôt qu'un modèle protectionniste. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce choix. Je considère aussi que sur les questions écologiques, il y a pour moi un impensé total du gouvernement. Ça veut dire qu'on va vers une trajectoire de réduction du CO2. Rappelons quand même que la France est parmi les pays les plus vertueux du monde en termes d'émissions de CO2, pendant que la Chine continue d'ouvrir des centrales à charbon. Donc n'imaginons pas malheureusement que tout seul à notre niveau, malgré un tsunami de réglementation, on arrivera à inverser complètement la tendance. Mais l'impensé, il relève dans l'accompagnement à l'adaptation. Il y a aujourd'hui un réchauffement climatique de fait, les agriculteurs le constatent. Donc à un moment donné, est-ce que cet argent qui est consacré à la réduction du CO2 dans un pays qui est déjà très très haut en termes d'exigence, il ne devrait pas plutôt être consacré à l'accompagnement de l'adaptation à cette nouvelle évolution du climat, selon les régions bien sûr, notamment dans le monde agricole. On sait que dans la viticulture, un certain nombre de viticulteurs expliquent aujourd'hui que le raisin ne tient pas avec les nouvelles températures. Donc je trouve dommage qu'il y ait cette impensée. Je m'en tiendrai là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, y compris sur la voiture électrique et thermique, mais restons sur le sujet de l'agriculture, parce que là, sur l'adaptation, ils en sont très concernés. Alors, toute dernière question, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quelle est la bonne taille de l'exploitation? Vous savez que le monde agricole et la société se déchirent sur la bonne taille d'une exploitation. Petite exploitation ou grande exploitation?
Tout dépend par ce que vous entendez par petite ou grande, mais nous on a quand même la chance aujourd'hui en France d'avoir des exploitations de taille intermédiaire, plutôt sur des modèles familiaux qui me semblent raisonnables et qui semblent le modèle majoritaire à défendre, comme je vous le disais, et qui est d'ailleurs le bon niveau aussi en termes de bien-être animal. Voilà, donc je souhaiterais qu'on puisse perpétuer cela, mais pour ça, parce qu'évidemment elles sont moins productives que, on va dire, les fameuses énormes fermes allemandes, il faut leur donner les moyens de la protection et d'un certain nombre de régimes avantageux sur le plan fiscal et sur le plan des taxes. Donc une fois de plus, moi je crois à la diversité dans l'agriculture, donc tout à sa place, mais le premier modèle, c'est d'abord bien sûr celui du modèle français de taille moyenne. Marion Maréchal, merci d'être venue ici sur le plateau TV Agri au sommet de l'élevage pour nous préciser votre vision de l'agriculture et votre programme. Et merci à vous.